Rien ne peut séparer l'histoire de deux hommes dont les décès sont espacés de 10 ans, mais liés dans les 271 mètres d'eau de la grotte de Bosman's Gut en Afrique du Sud. Dave Shaw et Dion Dreyer ne se sont jamais rencontrés, mais on ne peut pas raconter l'histoire de l'un sans celle de l'autre. Dave Shaw était un pilote de ligne australien travaillant pour Cathay Pacific. Il était aussi passionné de plongée en grotte. Comme Dave voyageait à l'international, il pouvait plonger régulièrement sur des sites de plongée du monde entier. L'un de ces sites de plongée était un endroit appelé Komati Springs, qui était une ancienne mine d'amiante transformée en site de plongée souterraine profonde et gérée par Don Shirley. Dave et Don sont devenus amis et plongent souvent ensemble, partageant la même passion pour la plongée souterraine profonde. Dave Shaw aimait aussi l'idée d'établir de nouveaux records en utilisant son recycleur à circuit fermé modifié. En 2004, Dave et Don ont décidé qu'ils établiraient un nouveau record de profondeur pour un recycleur à circuit fermé en plongeant à 271 mètres, soit 890 pieds dans Bosman's Gut. Bosman's Chat signifie Bushman's Hole. En décembre 1994, bien avant que Dave Shaw et Don Shirley ne plongent dans Bosman's Gut, Nuno Gomes avait tenté d'atteindre le fond de la grotte de 271 mètres, soit 890 pieds de profondeur, en utilisant un système à circuit ouvert. En 1996, Nuno Gomes a établi le record du monde de profondeur dans la grotte, atteignant le fond à 927 pieds, soit 282 mètres de profondeur. Jusque-là, les recycleurs n'avaient jamais servi à plonger aussi profond. Honnêtement, peu d'équipements ou de personnes descendaient à de telles profondeurs. Don Shirley a fait remarquer que plus d'hommes étaient allés dans la Station spatiale internationale. Nuno Gomes avait utilisé un système à circuit ouvert pour réaliser sa plongée. Un système à circuit ouvert est une unité de plongée qui contient de l'air ou un gaz que le plongeur respire, et lorsque le plongeur expire, le gaz est libéré dans l'environnement et s'échappe, d'où le terme circuit ouvert. Si vous regardez la plupart des unités de plongée sous-marine standard, vous avez affaire à un système à circuit ouvert. Un recycleur, en revanche, est un système à circuit fermé où le gaz expiré est recirculé dans le système. Le dioxyde de carbone est éliminé ou retiré à l'aide d'un filtre qui absorbe le CO2. Bien sûr, le plongeur a alors expiré et utilisé l'oxygène contenu dans l'air qu'il expire. Et donc le système possède une bouteille de gaz d'oxygène, qui est ensuite réintroduit dans le mélange pour rééquilibrer les niveaux d'oxygène lorsque le plongeur prend sa prochaine inspiration. L'effet net était qu'un plongeur utilisant un recycleur à circuit fermé utilisera effectivement moins de bouteilles de gaz et il n'émettra également aucune bulle. Les recycleurs à circuit fermé sont prisés des cinéastes sous-marins car ils évitent les bulles gênant la prise de vue. Pour ces plongeurs de grottes profondes, cela signifiait qu'ils n'avaient pas à emporter autant de bouteilles de gaz de secours ou de relais dans la grotte. Lorsque Nuno Gomes a terminé sa plongée record, il a utilisé 54 000 litres d'air. Si une bouteille de plongée moyenne de 10 litres contient 2000 litres d'air, cela fait 27 bouteilles rien que pour Nuno Gomes, sans compter ses plongeurs de soutien. En revanche, lorsque Dave Shaw a plongé au fond de Bosman's Chat en 2005, il a utilisé 5800 litres de gaz. Cela équivaut à 3 bouteilles. C'est important car le gaz, c'est du temps. En plongeant à ces profondeurs, il faut faire des paliers de décompression en remontant. Plus vous restez longtemps au fond, plus il faut de temps pour remonter à la surface. Rien que la logistique d'installer 27 bouteilles à différents paliers ou à différentes profondeurs est un exploit en soi. En plus, il y aurait un certain nombre de bouteilles supplémentaires, juste au cas où. Pour Dave Shaw, il pouvait pratiquement porter 3 bouteilles lui-même sous l'eau. Je ne dis pas qu'il l'a fait, mais il avait des bouteilles de relais à différentes profondeurs. Mais cela signifiait qu'il pouvait se permettre de passer un peu plus de temps au fond que Nuno Gomes, et malgré tout ne pas avoir besoin d'autant d'équipement que Nuno. Et fidèle à sa nature de repousser les limites du temps et de la profondeur, Dave Shaw a atteint le fond de la grotte en sachant qu'il avait un peu de temps devant lui. Il a décidé de jeter un coup d'œil autour de lui. En fait, il n'a pas mis longtemps avant d'apercevoir quelque chose dans la grotte qu'il a immédiatement reconnu, et je n'ai aucun doute que cela lui a donné des frissons dans le dos. En décembre 1994, lorsque Nuno Gomes a tenté pour la première fois sa plongée record, une tragédie s'est produite lors d'une plongée d'entraînement. Dion Dreyer était un plongeur de 20 ans avec environ 200 plongées à son actif. Il était enthousiaste d'avoir été invité à participer à cette tentative de record en tant que plongeur de soutien.
Un plongeur de soutien serait positionné à une certaine profondeur pour faciliter la logistique, comme installer des bouteilles relais, transmettre des messages des plongeurs et aider en cas d'urgence. On pense qu'il a dû perdre connaissance à cause d'une accumulation de dioxyde de carbone. Cela peut arriver lorsqu'un plongeur se surmène, peut-être en faisant trop d'efforts pour transporter des bouteilles dans la grotte. Vers la fin de la plongée, le chef de plongée a fait un comptage et a remarqué qu'il manquait un plongeur. Il est descendu un peu plus profond pour vérifier et a aperçu une lumière qui disparaissait dans les profondeurs. Il a suivi la lumière un instant, réalisant qu'elle disparaissait plus vite qu'il ne pouvait l'atteindre. Ça doit être un moment glaçant de réaliser que décider de poursuivre un plongeur dans les profondeurs d'une grotte va probablement vous tuer tous les deux. Et donc, il faut laisser ce plongeur à son sort. Sur le chemin du retour vers la surface, il a rattrapé l'équipe et a fait un signe de la main terrifiant. Les parents de Dion Dreyer ont placé une plaque à l'entrée de la grotte pour commémorer la vie de leur fils. Pour les plongeurs qui entraient dans l'eau à Bosman's Gut, ce panneau rappelait de façon glaçante que la plongée en grotte profonde était dangereuse. Et qu'à tout moment, pendant leur plongée, ils pouvaient là se retrouver face à face avec le cadavre en décomposition de Dion Dreyer, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Alors, lorsque Dave Shaw prit un moment pour scruter les profondeurs de la grotte à 890 pieds, il sut immédiatement qui il avait trouvé. Dave a brièvement tenté de dégager Dion de la boue où il était coincé. Au bout d'un moment, il s'est rendu compte que d'une part, la bouteille de Dion devrait être dégagée de la boue, et d'autre part, son plan de plongée n'incluait pas la récupération d'un corps. Il n'avait ni le temps, ni l'équipement, ni la préparation nécessaire pour ramener ce corps à la surface, sans mettre sa propre vie en danger. Dave attacha son moulinet de spéléo à l'équipement de Dion et retourna vers l'entrée de la chambre. Là, il attacha l'autre extrémité de son moulinet K à la ligne de descente afin de pouvoir retrouver le chemin vers Dion, puis il commença sa remontée vers la surface. Jusqu'à ce point, Dave avait passé environ 15 minutes sous l'eau. La remontée allait prendre environ 10 heures de décompression à des profondeurs de plus en plus faibles. En remontant, Dave griffonna un message sur son ardoise pour informer son premier plongeur de sécurité et ami proche, Don Shirley, qu'il avait trouvé Dion Dreyer. Je n'ai aucun doute que pendant les 10 heures suivantes lors de ses paliers de sécurité, Dave se préparait déjà mentalement à une autre plongée à 890 pieds pour récupérer le corps de Dion. Don Shirley pensait exactement la même chose. Il se souvient qu'il aurait été tout à fait à l'aise de laisser le corps de Dion dans sa tombe aquatique, mais il était certain que Dave voudrait le récupérer. Il est très courant de laisser un corps là où il se trouve lorsqu'on est confronté à des environnements aussi extrêmes. Garder un plongeur en vie est déjà difficile, mais mener une mission de récupération qui exige de résoudre des problèmes complexes et de fournir un effort physique l'est encore plus. Après tout, Dion lui-même était très probablement mort à cause d'un effort physique qui avait entraîné une accumulation de dioxyde de carbone, et ce, à une profondeur bien moindre. Sur le mont Everest, il y a de nombreux corps qui ne seront jamais récupérés à cause du danger que cela représenterait pour ceux qui tenteraient de les redescendre de la montagne. Mais tout comme Don Shirley le pensait, lorsque Dave est remonté à la surface environ 10 heures plus tard, il a immédiatement déclaré qu'il voulait ramener Dion à sa famille. Dave et Don sont retournés à leur vie normale, mais ont passé les mois suivants à planifier méticuleusement la récupération du corps de Dion. En janvier 2005, Dave Shaw a atterri à l'aéroport international de Johannesburg et a conduit pendant 6h30 jusqu'à Bosmanschat. Le 8 janvier, Dave Shaw a effectué sa dernière descente. Il allait rejoindre Dion et les histoires des deux hommes seraient à jamais liées dans le fil d'Ariane que Dave avait posé. Après des mois de préparation, tout se déroulait comme prévu. David a annoncé aux parents de Dion qu'il avait retrouvé leur fils, et ils étaient ravis de pouvoir lui offrir un enterrement digne. Une équipe de sécurité avait été constituée, comprenant Don Shirley et Peter Herbst, que tout le monde dans l'industrie de la plongée connaissait sous le nom de Big B. J'ai rencontré Big B dans son centre de plongée à Pretoria, appelé Reef Divers, en 2004, environ 6 mois avant que cet incident ne se produise. Peter est un homme hors du commun qui a consacré toute sa vie à la plongée sous-marine. Avant sa dernière plongée, Dave a effectué ses préparatifs finaux, y compris en fixant une caméra à son casque. Un documentariste avait intégré l'équipe pour filmer la récupération du corps de Dion. Il avait conçu un caisson sous-marin capable de résister aux pressions extrêmes de la plongée. Dave a dit au caméraman qu'il n'avait normalement rien sur son casque, parce que cela gêne le câble de sa lampe de plongée. Normalement, il passait le câble de la lampe de plongée derrière sa nuque, mais avec la caméra sur son casque, il ne pourrait pas faire cette boucle. Dave a dit de ne pas s'inquiéter,
que s'il avait besoin d'avoir les deux mains libres pour mettre le corps de Dion dans le sac mortuaire qu'il emportait, il poserait la lampe de plongée de façon à éclairer le corps pour qu'il puisse voir ce qu'il faisait. Cette conversation a été révélée plus tard lors de l'enquête sur l'accident. Quand Don Shirley a entendu cela, il a dit que s'il avait entendu cette conversation, il n'aurait jamais accepté cette procédure. Après 10 minutes de descente dans la grotte, Dave est arrivé au corps de Dion et s'est immédiatement mis à dégager le bloc de Dion de la boue et à placer son corps dans le sac mortuaire. Dave et Don avaient pratiqué cela sous l'eau à Comatee Springs, où Don avait joué le rôle d'un cadavre et Dave avait récupéré le corps de Don. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Le corps a commencé à flotter. Lorsque Don et Dave avaient consulté des experts médico-légaux, le consensus était qu'après 10 ans sous l'eau, le corps se serait complètement décomposé, ne laissant qu'un squelette qui a une flottabilité négative. 6. Faire entrer un poids mort dans un sac mortuaire est plus facile que de lutter contre un corps qui essaie de s'éloigner en flottant. À de telles profondeurs, chaque minute qu'un plongeur passe au fond peut lui ajouter une heure supplémentaire de décompression lors de sa remontée. Maintenant, sous un tel stress, on peut imaginer que chaque minute que Dave passait à essayer de faire entrer le corps flottant de Dion dans le sac mortuaire devait lui sembler durer des heures. À ce moment, Dave a posé sa lampe de plongée et s'est concentré à mettre le corps de Dion dans le sac. Il a finalement réussi, mais 4 problèmes fatals avaient déjà été déclenchés. Les enquêteurs sur les accidents parlent souvent de la spirale de la mort. Dans la plupart des accidents, le résultat provient souvent de plusieurs problèmes qui s'aggravent mutuellement. Dans des environnements extrêmes comme celui-ci, où le stress fait déjà partie de la situation, un petit problème peut rapidement devenir un très gros problème. Plusieurs petits problèmes survenant tous en même temps peuvent mener à un désastre. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les dernières minutes de Dave Shaw. Peu importe l'expérience d'un plongeur, en profondeur, il devra aussi faire face à la narcose à l'azote. La narcose à l'azote est un effet neurologique que les plongeurs décrivent comme la sensation d'avoir bu un martini. Plus vous descendez, plus c'est comme si vous aviez bu des martinis. À la profondeur à laquelle Dave plongeait, il aurait déjà compensé cela en diminuant la quantité d'azote et en la remplaçant par de l'hélium. Néanmoins, les effets de l'azote auraient été enivrants. Un peu comme lorsqu'on boit une bière, on a tous l'impression qu'on peut repousser les limites un peu plus loin qu'on ne le devrait. Pour aggraver les choses, le câble de la lampe de Dave s'est emmêlé avec la ligne de plongée. En fait, le sac mortuaire, la ligne de plongée et la lampe de Dave s'étaient tous emmêlés. Dans la vidéo récupérée depuis la caméra fixée sur la tête de Dave, on peut clairement voir que Dave essaie de démêler le câble. Il sort même une lame pour couper la ligne. Mais même si l'idée lui est venue, il n'a jamais coupé la ligne. Entre le stress déjà présent de la plongée extrême, l'effort physique pour faire entrer le corps de Dion dans le sac mortuaire, la narcose à l'azote, et maintenant le fait d'être emmêlé avec le corps de Dion, la spirale de la mort était complète. La respiration de Dave est devenue laborieuse et irrégulière jusqu'à ce qu'il prenne son dernier souffle. Au premier palier de sécurité, le combat de Don Shirley pour survivre commençait à peine. Don attendait que Dave revienne avec le corps de Dion. Le plan était ensuite de passer le corps au prochain plongeur de sécurité pendant que Dave entamait sa longue série de paliers de décompression. Au bout d'un certain temps, et après le délai que Dave avait prévu pour rester au fond afin de récupérer le corps de Dion, Don a commencé à s'inquiéter que quelque chose n'allait pas. David a dit à Don de ne pas descendre plus bas à moins qu'il ne lui fasse signe pour demander de l'aide. Le signal n'est jamais venu. Mais Don savait que quelque chose n'allait pas, alors il a lui-même enfreint le plan de plongée et est descendu dans les profondeurs pour trouver Dave et Dion et apporter l'aide qu'il savait nécessaire. Mais Dion n'était pas préparé à cette profondeur et, à sa grande consternation, en s'approchant, il a vu que la lampe de plongée de Dave ne bougeait pas. Dans un moment de lucidité, il a fait ce qu'il savait être la bonne chose à faire et a laissé le corps sans vie de son ami avec celui de Dion. Don a alors commencé sa remontée vers la surface. Lorsqu'il a rejoint le plongeur de sécurité suivant, il a écrit sur son ardoise « Dave ne revient pas ». Dans une chaîne initiée par Don, le message a lentement atteint la surface. À mesure qu'il passait entre chaque plongeur de sécurité, on ne peut qu'imaginer le sentiment de désespoir qu'ils ont dû ressentir. Ce qui avait débuté comme une simple mission visant à récupérer le corps d'un autre plongeur allait finalement tourner au drame. Don recalculait ses paliers de décompression. Préparé depuis des mois, ses calculs changeaient désormais rapidement sous l'eau. Modifier un plan de plongée aussi strict sous l'eau serait stressant.
Don devait sans aucun doute faire face à la narcose, à l'azote et à la perte bouleversante d'un ami très proche dont le corps reposait maintenant dans une tombe trouble à quelques mètres de là. Il est remonté à son palier de sécurité et a remis une ardoise avec les calculs mis à jour au plongeur suivant. En surface, le plan de plongée est passé d'une récupération de corps à une opération de secours d'urgence. Don avait commencé à souffrir du mal de décompression et de vertige. Les plongeurs de sécurité ont commencé une rotation de plongée pour rester avec Don, qui avait déjà perdu une fois sa prise sur la ligne de sécurité. Heureusement, il avait surmonté ses vertiges et retrouvé sa prise sur la ligne. Mais son état se détériorait rapidement et il devait de plus en plus compter sur les plongeurs de sécurité pour prendre des décisions à sa place. Il a commencé à avoir des nausées et à vomir. Chaque fois qu'un plongeur de sécurité le déplaçait d'une profondeur à une autre, plus près de la surface pour le prochain palier de décompression, il avait des hauts le cœur et frôlait la perte de connaissance. Puis une douleur fulgurante a traversé sa jambe. En arrivant à la surface, il avait sauté son dernier palier car les plongeurs d'assistance pensaient qu'il ne survivrait pas s'il perdait connaissance sous l'eau. Il a vite été conduit à la chambre de recompression sur place. Dans les mois suivants, Don subirait plusieurs traitements hyperbares en chambre de recompression et ne s'en remettrait jamais complètement. Alors que les sites de plongée rangeaient dans leur matériel et se dispersaient, une dernière plongée fut organisée pour récupérer les bouteilles relais restées sur les lignes de descente à 150 mètres ska. Peter Herbst, Big B, est resté sur place quelques jours avec les plongeurs de la police pour récupérer ce matériel. En remontant de la plongée, Big B a entendu les plongeurs de la police lui demander s'il avait vu les corps. Il a été stupéfait d'entendre cela, car lorsqu'il avait remonté les lignes, les corps de Dave et Dion étaient toujours attachés aux lignes, et ils se trouvaient maintenant sous un surplomb à 20 mètres 60 pieds et pouvaient alors facilement être récupérés. Big B n'avait pas remarqué les corps défiler alors qu'il récupérait le matériel de sécurité en profondeur. Big B a ensuite effectué une dernière plongée pour récupérer les corps de Dave et Dion, dont la vie, la mort et l'histoire resteraient à jamais entremêlées.